Quand on regarde, il y a un certain enthousiasme des Français vis-à-vis de la monarchie, mais c'est normal parce que la France est un régime de monarchie républicaine, à mi-chemin de ce qu'avait créé le général de Gaulle entre la monarchie et la République. Pour analyser le règne d'Élisabeth II, moi je reprendrai les mots qu'avait fait Winston Churchill lors du décès de son père George V, et donc du coup le premier discours de Winston Churchill pour introniser le règne d'Élisabeth II. Winston Churchill avait dit on termine une ère incroyable de celui qui nous avait mené à la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale, mais aujourd'hui, même si nous perdons quelqu'un d'important et donc on ne devait pas se tourner vers les trésors du passé, mais regarder vers l'avenir, et lui avait prophétisé que le règne d'Élisabeth II serait parallèle au règne de Victoria, et donc revenir à l'ère victorienne. Et ce qui est amusant, c'est que Élisabeth II se fait accompagner du coup par Winston Churchill et termine son mandat, probablement plutôt vers la fin, par Boris Johnson qui se réclame l'héritier de Winston Churchill. Et donc du coup, on arrive sur une sorte d'éternel retour de l'histoire. Alors Laurent Ozon porte sa main au front là. On arrive sur un cycle de l'histoire, et surtout la reine Elisabeth II a vécu toute la transformation que vivent l'ère occidentale. Elle a accompagné les Britanniques sur l'après-Seconde Guerre mondiale et pour les amener sur la théorie de Fukuyama sur la fin de l'histoire et donc du règne des démocraties libérales. Et elle assiste à la fin, avec la guerre en Ukraine, au retour tragique de l'histoire. Et donc, du coup, elle a vécu le tragique de l'histoire lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle a accompagné les Britanniques sur la fin du retour tragique, et donc la parenthèse de l'histoire prophétisée par Fukuyama sur la fin de l'histoire. Et après, elle accompagne de nouveau les Britanniques, et les entraîne se réarmer sur la question de la guerre en Ukraine. Elle est peut-être fatiguée, mais à 96 ans, elle est toujours là. Elle symbolise la reine d'Angleterre. Je pense que c'est pour ça que les gens sont fascinés sur la mutation occidentale que nous avons tous traversée. Vivent ce que les Français vivent au quotidien. C'est uniquement un prolongement. On a des problèmes de sécurité en France, on a un problème d'autorité de l'État. Donc il serait anormal en fait que les politiques soient tellement à l'écart de la société qu'ils soient protégés de ce type d'action. Mais pourquoi est-ce qu'on vit ce type d'action et pourquoi est-ce que la société a changé ? Premièrement, c'est ce que dit le rapport de la CIA qui décrypte en fait toutes les décennies les grandes mutations mondiales. On vit une polarisation de la société. C'est-à-dire qu'en fait des personnes refusent de se parler entre elles et sont obligées de se confronter en se polarisant davantage. Le deuxième point qui est clé, c'est la question de la radicalité. C'est-à-dire que les personnes, notamment, deviennent de plus en plus radicales. Et donc du coup, au départ, on était uniquement sur les sujets verbaux. C'est-à-dire que quand on n'était pas d'accord avec un ministre ou un homme politique, on lui écrivait une lettre, on lui écrivait un message. Et maintenant, on a besoin d'exprimer sa radicalité, son mécontentement, notamment avec des gestes qui sont de plus en plus violents. Alors maintenant, comment on fait pour y résoudre ? Simplement, pour y résoudre, il faut restaurer l'autorité de l'État. Il faut réappliquer la politique sécuritaire en France qui a été trop souvent dégradée et sous-estimée. Les politiques, quand ils vivent ça, en fait, ils vivent ce que vivent les citoyens au quotidien. Quand vous faites agresser dans la rue, quand vous recevez des jets, quand vous recevez des agressions verbales, mais vous pouvez interroger n'importe quel citoyen, il vivra exactement la même chose. Et ce qui se passe au niveau des politiques se passe au niveau des pompiers, se passe au niveau des policiers. Mais vous pensez que ces gens-là, on va les retrouver dans 2 ans avec une arme à la main en train d'essayer de... Mais qu'est-ce qu'on en sait ? Vous êtes dans leur tête, psychologiquement ? C'est le message que vous adressez à la société. Si vous dites qu'un acte de violence est permis, et ben ensuite ça active l'engrenage sur le fait que les actes de violence soient permis. Et puis on ira vers... Et on essaie de comprendre. Ce que vous dites, c'est on doit entendre leur message. Mais non, moi je pense qu'il faut faire exactement l'inverse. Si quelqu'un commet un acte violent, on n'entend pas le message. Parce que sinon ça veut dire qu'on cède à la violence et à la pression. Et le deuxième point, c'est Bruno Le Maire. C'est ce qui est intéressant. C'est pourquoi est-ce que Bruno Le Maire, là je pense que son premier point était intéressant, son deuxième point inintéressant. Parce qu'en fait ce qu'il dit, c'est que les actes de violence ne doivent pas être permis contre les politiques. Non, les actes de violence ne doivent pas être permis tout court en politique et même contre les monarques, de toute façon. Mais à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on sacralisait la fonction. Et donc, du coup, on élevait la fonction. Il y a une forme de désacralisation de la fonction politique dans la mesure où c'est pas uniquement les citoyens qui ont désacralisé la fonction, c'est les politiques eux-mêmes qui ont désacralisé la fonction en étant mauvais, nuls, avec quasiment aucun résultat. Et surtout, ils ont voulu pipoliser leur fonction. Et donc, du coup, ils ont à peu près ce qu'ils méritent. Moi, je suis pas là pour... ils ont leur responsabilité Ils ont aussi victimisé, puisque ce que dit aussi Guillaume Bigot, c'est ça. Les autres s'en prenaient plein la figure. Bon, ils essuyaient, ils repartaient. C'était pas si grave, là où aujourd'hui un politique va peut-être plus facilement porter plainte. Mais il y a une sorte de parallèle en termes d'évolution. C'est-à-dire que quand vous aviez un président de la République qui s'appelait le Charles de Gaulle, évidemment, personne n'allait cracher sur le général de Gaulle parce qu'il incarnait la fonction. Et du coup, il était respecté par les citoyens, par ses pairs. Et personne n'allait imaginer, pour reprendre la phrase de François Fillon, qui imagine-t-on le général de Gaulle se faire cracher dessus ? C'est quasiment inconcevable. Et à partir du moment où vous aviez des politiques qui ont désacralisé la fonction, les personnes, les citoyens français se sont adaptés aux politiques. Et ça va un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que dans la mesure où les citoyens sont devenus plus violents, il y a une société qui est plus violente, mais aussi les politiques. Et même pour poursuivre votre commentaire, sur toute la France, en fait. Bien sûr. Ce qu'avait décrit Christophe Guilluy était pertinent. En fait, il appelait ça la France périphérique. C'est-à-dire que des gens quittaient les banlieues pour aller partir en France périphérique parce qu'ils vivaient plus l'insécurité. Ils vivaient la question de l'insécurité. Et donc, du coup, des personnes sont obligées de changer leur comportement pour s'adapter aux dealers. Et maintenant, on vit une époque qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que ceux qui ne respectent pas la loi, ceux qui commettent des
violence, ceux qui prospèrent l'insécurité en France, ceux qui font prospérer la loi des gangs et l'insécurité, gèrent le territoire. Les personnes qui sont en face, les Français ordinaires, sont obligés de changer de comportement, de changer de tenue, de pas porter les bijoux, de changer d'habitation. Et c'est la loi des gangs qui domine. C'est quand même incroyable dans ce pays. Et alors que normalement, la véritable, et c'est pour votre question, normalement c'est le politique qui doit intervenir pour nous débarrasser des gangs. Et pas l'inverse. C'est pas aux Français de s'adapter aux gangs, c'est aux gangs de respecter la loi de la République. Un dernier mot sur ce thème, William Taïeb, parce qu'on évoque l'Ukraine, justement. Il y a un premier point, c'est que si les sondages sont plus bas, c'est parce qu'en fait, il y a une partie des électeurs qui ne sont pas représentés. Notamment, je pense à plus de 40% d'entre eux qui ont choisi au premier tour de l'élection présidentielle soit les Républicains, soit Zemmour, soit Marine Le Pen. Dans la mesure où Marine Le Pen a dit dès le début, de toute façon, on n'a aucune chance de gagner, quasiment ça ne sert à rien de voter pour nous. Voilà, c'est à peu près ça ce qu'elle a expliqué. Zemmour explique en gros qu'il voulait faire alliance avec le RN et que ça a été refusé, donc son offre politique ne sert quasiment à rien. Et les Républicains ont envoyé peut-être le dirigeant le plus nul qu'ils ont depuis 50 ans, c'est-à-dire Christian Jacob. Donc ça veut dire en fait ça ne sert quasiment à rien de voter pour eux. C'est dit avec élégance, pourrez-vous rétorquer Jean-Louis Adenauer. Il faut dire la vérité, ça veut dire qu'on ne peut pas affronter Vladimir Poutine, affronter le politiquement correct si on a peur de dire la vérité. Donc Christian Jacob, en tout cas, n'a pas l'étoffe d'être Premier ministre de cohabitation d'Emmanuel Macron. Et ensuite après, donc du coup tous ceux-là sont exclus du jeu, et donc du coup il n'y a plus qu'un match entre le centre et Mélenchon. Et donc c'est pour ça qu'il y a des Français qui ne sont pas intéressés. Moi je pense que Mélenchon avait réussi un très bon coup. C'est-à-dire que c'est la première fois depuis très longtemps qu'on a réintéressé les Français sur la question des élections législatives en disant on a redonné le sens aux élections législatives. Qu'est-ce que c'est que les élections législatives ? On va pas avoir le temps de faire toute l'historique. Attention William Taïeb, excusez-moi. C'est que l'élection législative, ça veut dire voter pour des députés et les députés contrôlent le gouvernement. C'est-à-dire que normalement c'est celui qui représente auprès de... Normalement c'est celui qui a une majorité à l'Assemblée nationale qui gère le gouvernement. Et comme la plupart des partis politiques ont refusé ce combat, c'est pour ça que les Français n'ont pas voulu plonger dedans. Et puis après il y a une question de débat auquel on n'aborde pas les sujets essentiels. Bon, on en reparlera. Historique et fondamental en attaquant l'Ukraine et qu'il était aujourd'hui isolé. Ça veut dire qu'il ménage d'un côté aussi l'après-Poutine tout en gardant ses alliés européens dans son coin. D'habitude, je suis assez critique sur Emmanuel Macron, mais là, il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison de le faire parce qu'en fait, ce qu'ont fait les Européens depuis le début du conflit, c'est qu'ils se sont alignés sur les intérêts américains. C'est-à-dire qu'on suit aveuglément les intérêts américains. Même Zelensky, qui était plutôt proche des positions de Scholz et de Macron, a changé de position. C'est la souveraineté européenne qu'il défend là, du coup. Non, je vais expliquer précisément. En fait, Zelensky, ce que Zelensky disait, c'est qu'il disait qu'il était prêt à retirer la candidature de l'Ukraine à l'OTAN pour mettre fin au conflit et provoquer ce qu'on appelle la neutralité de l'Ukraine et mettre fin au conflit. Mais ce qu'ont demandé les Américains, notamment Joe Biden, c'est dire non, il faut maintenir la candidature de l'Ukraine dans l'OTAN pour poursuivre le conflit. Parce que les Américains, ce qu'ils jouent, c'est la poursuite du conflit, l'enlisement du conflit pour que les Russes s'écroulent en Ukraine comme ils se sont écroulés en Afghanistan pour faire tomber le régime de Poutine et faire effondrer l'économie russe. Ce que veut Emmanuel Macron, parce que son objectif c'est quand même d'avoir la sécurité en Europe de l'Est et d'avoir un conflit qui soit clos rapidement, alors que les Américains veulent un conflit qui dure dans le temps. Et nous, notre intérêt, comme les intérêts des Allemands, c'est qu'on mette fin au conflit rapidement, qu'on interrompe le conflit pour faire repartir le marché de l'énergie, refaire repartir les importations. Rapidement, on est déjà à 3 mois. Non, mais rapidement, ça veut dire un horizon septembre-décembre. C'est à peu près ça l'objectif. Et donc, du coup, Emmanuel Macron provoque et en tout cas demande, comme l'Allemagne, une position qui est différente des Américains. Et quand on critique, quand on est français et qu'on applaudit les critiques anglo-saxonnes sur notre président, je ne suis pas sûr qu'on soit très patriote. Les humains et des citoyens. Donc vous avez le droit d'avoir vos opinions, mais moi je suis en désaccord avec ce que vous dites là-dessus. Je ne peux pas le prendre de manière froide. Oui, mais la question, une fois qu'on a dit ça, donc si c'est un crime de guerre, un génocide, comme ce qu'ont commis les nazis en 40-45, du coup il faut apporter la conséquence, il faut envoyer les armées françaises, anglaises, américaines en Ukraine. On ne peut pas le faire parce que si on le faisait, c'est la Troisième Guerre mondiale. À ce moment-là, il faut adapter les propos, et c'est ce que fait Emmanuel Macron. La question est géopolitique, ça veut dire que la question essentielle, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de l'Ukraine ? Est-ce qu'on aide l'Ukraine à reprendre ses territoires ? Dans ce cas-là, il faut débouter les armées russes du Donbass, de Donetsk et de Crimée, et à ce moment-là, il faut qu'on rentre en guerre contre eux. Soit on considère qu'il faut préserver non pas l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais il faut faire en sorte que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, et là on adopte un accord mixte, et c'est apparemment ce que veut Macron. De toute manière, on verra par